L'attentat de Sarajevo et l'assassinat perpétré le dimanche 28 juin 1914 de l'archiduc François Ferdinand, héritier de l'Empire austro-hongrois, et de son épouse Sophie Chotek, duchesse de Hohenberg, par le nationaliste serbe de Bosnie nommé Gavrilo Princip, membre du groupe de Jeunes Bosnie. Cet événement est considéré comme l'élément déclencheur de la Première Guerre mondiale, qui eut pour conséquence la défaite, la chute et le démembrement des empires russes, austro-hongrois, allemands et ottomans. Partis de Belgrade, où ils s'exerçaient, les conspirateurs purent traverser la frontière sans encombre avec la complicité d'agents du service de la Serbie et séjourner à Sarajevo quelques jours avant l'arrivée du couple princier. Les 7 conspirateurs n'avaient aucune expérience dans le maniement des armes et ce n'est que par une extraordinaire succession de coïncidences qu'ils parvinrent à leur fin. Le 28 juin dans la matinée, l'archiduc François Ferdinand et sa femme Sophie Chotek arrivent à Sarajevo. Le programme de la journée est rythmé par différentes visites. Inspection d'une caserne militaire, visite à l'hôtel de ville afin de rencontrer le conseil municipal, inauguration du musée de Sarajevo, déjeuner à la résidence du gouverneur de Bosnie-Herzégovine, visite de la grande mosquée puis retour à la gare afin de rentrer à Vienne par le train. Ils prennent place dans une limousine noire décapotable. Ils sont accompagnés du général Oskar Potiorek et du comte Arash, garde du corps personnel de l'archiduc. Les 7 conspirateurs sont postés le long du quai. Tous à l'exception d'un sont armés de revolvers et de petites bombes rectangulaires. Aucun plan précis n'a été défini. Chacun a la consigne de passer à l'acte dès qu'il en a l'occasion. À 10h15, le défilé de 6 voitures dépasse le premier membre du groupe, Mehmed Bazik, placé près de la banque austro-hongroise. Celui-ci n'ose pas tirer car selon son témoignage, un policier se tenait derrière lui. Le deuxième membre, Vaso Kubrilovic, laisse également passer le convoi craignant selon ses dires de toucher la duchesse. Nedeljko, lui, est déterminé. Après avoir demandé à un policier d'un ton faussement joyeux quelle est la voix de l'archiduc, il lance une bombe sur la voiture de François Ferdinand, mais dans la précipitation, n'atteint pas les 8 secondes recommandées pour la lancer. Selon la légende, le prince qui a eu le temps de prendre la bombe dans sa main l'aurait jetée par terre, ou selon d'autres témoignages, la bombe rebondit sur son épaule. En réalité, la grenade rebondit sur la voiture du prince et atterrit sous la voiture suivante. L'explosion blessant gravement ses passagers, ainsi qu'un policier en plusieurs personnes dans la foule. Le policier se hâte alors vers l'hôtel de ville et la foule panique. « J'étais sûr que quelque chose de ce genre se produirait », s'exclame l'archiduc François Ferdinand. Kabriovic, lui, saute dans la Miljaka pour avoir le temps d'avaler sa pilule de cyanure, mais le policier le rattrape et le sort de la rivière. Celui-ci est violemment frappé par la foule avant d'être placé en garde à vue. La pilule de cyanure qu'il avait prise était vieille ou de trop faible dosage de sorte qu'elle n'a pas eu l'effet escompté. De plus, la rivière ne dépassait pas 10 cm de profondeur. Les autres conspirateurs, Svetjo Potovic et Gavrilo Princip, renoncent à agir. Le cortège de voitures roulant désormais trop vite, à moins que certains aient présumé que l'archiduc a été tué. Le dernier conspirateur, Trifun Gabrez, placé au niveau de l'hôtel de ville, renonce également, mal positionné en raison des mouvements de foule. À ce stade, la tentative d'attentat est alors considérée comme un échec par ses auteurs. De son côté, le couple impérial arrive finalement à l'hôtel de ville où il est accueilli par le maire musulman Fehimeventi Kursik, pensant que l'explosion entendue était un coup de canon tiré en l'honneur de leur visite. Il commence son discours de bienvenue. « Votre Altesse impériale et royale, nos cœurs sont remplis de joie à l'occasion de cette charmante visite que votre Altesse nous fait l'honneur d'accorder à la capitale de notre pays. » Et il n'a pas le temps de finir. Furieux de ne pas se voir présenter d'excuses après l'attentat, François Ferdinand l'interrompt. « C'est inadmissible. Est-ce là l'habitude des Bosniaques d'accueillir avec des bombes ceux qui viennent pacifiquement à eux et de bonne foi ?» La réception officielle prévue se déroule dans un climat très tendu. L'archiduc émet ensuite inopinément le désir de visiter les victimes à la bombe de Kabriovic avant d'aller déjeuner. Le général Oskar Potiorek décide alors de changer l'itinéraire. Au lieu de tourner à droite en prenant la rue François-Joseph comme prévu initialement, le cortège devra longer le quai le long de la rivière pour se rendre à l'hôpital de la gare où sont soignées les victimes. Il en a averti l'occupant de la première voiture de convoi, le docteur Edmund Gerge, commissaire de la ville, mais ce dernier omet de le signaler au chauffeur. Une première erreur qui va engendrer de la confusion au sein du cortège. Contre toute attente, aucune escorte supplémentaire n'est par ailleurs prévue pour protéger le convoi. À 10h45, le couple impérial quitte l'hôtel de ville dans sa limousine où ont également pris place le général Potiorek et le comte Arash. Gavrilo Princip, lui, est placé devant le magasin
Mortis Schuyler Dedicated au croisement de quai et de la petite artère transversale qui rejoint la rue François-Joseph. N'ayant pas été informés du changement d'itinéraire, les chauffeurs des 2 premières voitures prennent à droite au lieu de longer le quai. Dos à la route, le gouverneur Potiorek s'en aperçoit trop tard. Ce n'est que lorsque sa propre voiture, où se trouve également l'archiduc, tourne dans la même rue qu'il se rend compte de leur erreur. Qu'est-ce que tu fais ? Tu te trompes de route, il faut rester sur le quai pour rejoindre l'hôpital, lance-t-il au chauffeur. Celui-ci s'arrête alors au milieu de la foule pour enclencher la marche arrière. À proximité, Principe voilà une occasion de lancer sa bombe puis se ravise. La foule étant trop dense, il craint de ne pas pouvoir se dégager suffisamment pour viser correctement la voiture. Son pistolet Browning à la main, il se dirige vers la voiture de l'archiduc. Un policier tente de l'intercepter mais trébuche après avoir reçu un coup de pied dans le genou de la part d'un autre Serbe, Mihailo Pusara, qui se tenait à proximité. Arrivé à hauteur de la voiture, Principe tire 2 fois. La première balle traverse le bord de la voiture et atteint la duchesse de Hodenberg à l'abdomen. La seconde balle atteint l'archiduc dans le cou. Tous 2 sont conduits à la résidence du gouverneur où ils meurent de leurs blessures 15 minutes plus tard. Principe tenta de se suicider, d'abord en intégrant le cyanure puis avec son pistolet. Comme l'aidait Liko Gabrinovic, il vomit le poison. Le pistolet lui fut arraché des mains par un groupe de badauds avant qu'il ait eu le temps de s'en servir. Par ce geste, les coupables voulaient proclamer leur volonté de se voir réaliser une grande service, regroupant toutes les Slaves du Sud. Bien que l'archiduc ait été peu apprécié par son oncle l'empereur et roi François-Joseph Ier, et que certains aient vu dans sa disparition un bon débarras, l'Autriche-Hongrie lance un dernier avertissement avant la guerre à la Serbie le 23 juillet 1914. Le 1er août 1914, la Suisse décrète la mobilisation générale. Le 14 août, le premier bombardement aérien important de la Grande Guerre a lieu. 2 appareils français bombardent des hangars à dirigeables allemands près de Metz. Le 19 août, les troupes allemandes entrent à Bruxelles. Le 22 août 1914 est le jour le plus meurtrier de l'histoire de France. 27 000 soldats sont tués pendant cette seule journée dans les Ardennes belges, dont près de la moitié à Rossignol. Le 25 août, 3 avions britanniques contraignent un appareil allemand à se poser derrière les lignes alliées. C'est la première victoire aérienne de la Grande Guerre. La bataille de la Marne a eu lieu lors de la Première Guerre mondiale du 5 septembre au 12 septembre 1914 entre d'une part l'armée allemande et d'autre part l'armée française et le corps expéditionnaire britannique. Les combats se déroulent le long d'un arc de cercle de 225 km à travers la Brie, la Champagne et l'Argonne, limités à l'ouest par le champ retranché de Paris et à l'est par la place fortifiée de Verdun. Ce champ de bataille est subdivisé en plusieurs batailles plus restreintes. À l'ouest, les batailles de l'Ourcq et des deux Morin. Au centre, les batailles des Marais, de Saint-Gon et de Vitry, et à l'est, la bataille de Revigny. La bataille donne lieu à un célèbre épisode, celui des taxis de la Marne. Au cours de cette bataille décisive, les couples franco-britanniques s'arrêtent, puis repoussent les Allemands, mettant ainsi en échec le plan Schlieffen, qui prévoyait l'invasion rapide de la France en passant par la Belgique pour éviter les fortifications françaises, et ensuite rapatrier le gros des troupes sur le front de l'Est. La retraite allemande se termine sur la rive droite de l'Aisne dès le 14 septembre, ce qui déclenche la bataille de l'Aisne. La bataille de Verdun est une bataille qui s'est déroulée du 21 février au 18 décembre 1916 dans la région de Verdun en Lorraine, durant la Première Guerre mondiale. Elle a opposé les armées françaises et allemandes. Conçue par le général Wolfgang Kellnay, commandant en chef de l'armée allemande, d'après la version qu'il en donne dans ses mémoires comme une bataille d'attrition pour saigner à blanc l'armée française. Sous un déluge d'obus par un rapport de perte de 1 pour 2, elle se révèle en fait presque aussi coûteuse pour l'attaquant. Elle fait plus de 700 000 pertes, 362 000 soldats français et 337 000 allemands, une moyenne de 70 000 victimes pour chacun des 10 mois de bataille. On peut noter que selon les travaux historiques récents, l'objectif allemand était plus simple, de prendre le saillant de Verdun. La version d'une bataille d'attrition étant une justification inventée après coup par Falkenhayn pour masquer son échec. Alors que côté allemand, ce sont pour l'essentiel les mêmes corps d'armée qui livrent toute la bataille, l'armée française fait passer à Verdun par rotation 70% de ses poilus, ce qui contribue à l'importance symbolique de cette bataille et à la renommée du général Pétain. C'est au général Nivelle qui remplace Pétain à partir du 1er mai que revient le mérite de l'enrayement définitif de l'offensive allemande, puis de la reconquête de tout le terrain perdu depuis le 21 février entre octobre et novembre 1916 avec la récupération du fort de Douaumont, aidant en cela par son subordonné le général Manguin. La bataille se termine par un retour à la situation antérieure le 18 décembre 1916. Bien qu'elle n'ait pas été décisive, ses conséquences tragiques militaires et politiques étant mineures, la mémoire collective
on a rapidement fait une victoire défensive de l'armée française, jugée a posteriori par les Allemands comme de même nature que la victoire de l'armée rouge dans la bataille de Stalingrad. C'est la plus longue bataille de la Première Guerre mondiale et l'une des plus dévastatrices, ce qui a donné lieu au mythe de Verdun, la mère des batailles, une des plus inhumaines auxquelles l'homme se soit livré. L'artillerie cause 80% des pertes. Le discours mémoriel typique brosse le portrait de soldats dont le rôle consiste surtout à survivre et mourir dans les pires conditions, sur un terrain transformé en enfer, tout cela pour un résultat militaire nul, ce qui en fait le symbole de la futilité de toute guerre industrielle. La violence des combats se justifie notamment par la très faible étendue du champ de bataille, où des centaines de milliers d'hommes se confrontent jour et nuit dans des conditions apocalyptiques. Verdun est comme la Somme, une terrible leçon que certains théoriciens militaires allemands analysant les causes de la défaite de 1918 sauront comprendre. L'immobilité du front, malgré les moyens engagés, est due à l'absence de forces mécanisées. A l'inverse, en 1940, soumise au feu motorisé de Panzer, Verdun tombe en 24 heures. La théorie du Bilzerk triangle sur la guerre de position surestimée par les théoriciens français à la suite de la victoire de 1918. Bien que cette bataille ait monté les fosses tragédiques et tactiques des états-majors belligérants et qu'elle ne soit pas la plus meurtrière ni la plus décisive de la Première Guerre mondiale, elle a donné lieu dans l'histoire officielle française à une mythologie sacralisant cette bataille de défense du territoire national. Verdun est devenu le lieu de mémoire par excellence de la Première Guerre mondiale, alors que l'historiographie institutionnelle allemande a privilégié la construction mémorielle de la bataille de la Somme, liée au sentiment des soldats allemands après avoir participé à une bataille défensive. Malgré ces enjeux mémoriels concurrentiels qui participent à la fabrication du roman national, avec ses batailles et ses héros, s'est opéré un changement de régime de mémoire depuis les années 1970, qui se traduit dans la réconciliation franco-allemande, l'image symbolique de la poignée de main de François Mitterrand et Helmut Kohl à Douaumont en 1984. La bataille de la Somme en 1916 lors de la Première Guerre mondiale a opposé les alliés britanniques et français aux Allemands à proximité du fleuve Somme, essentiellement dans le département de même nom. Il s'agit de l'une des tragédies les plus sanglantes du conflit. Conçu en décembre 1915 par Joffre, commandant en chef des armées françaises, l'offensive de la Somme dut être amendée du fait du déclenchement de la bataille de Verdun le 21 février 1916. Foch fut chargé par Joffre de sa mise en œuvre. Les Français qui devaient fournir l'effort principal épuisé par la bataille de Verdun durent le confier aux Britanniques. Ce fut la première offensive conjointe franco-britannique de la Grande Guerre. Les forces britanniques lancèrent là leur première opération d'envergure et tentèrent avec les troupes françaises de percer les lignes allemandes fortifiées sur une ligne nord-sud de 45 km, proche de la Somme dans un triangle entre les villes d'Albert du côté britannique, Péronne et Bapaume du côté allemand. Il s'agit de l'une des batailles les plus meurtrières de l'histoire, avec parmi les belligérants environ 1 060 000 victimes, dont environ 442 000 morts ou disparus. Pour la Première Guerre mondiale, dans ce sinistre classement, elle se place derrière l'offensive Brusilov qui s'est déroulée sur le front de l'Est en Galicie. Mais devant Verdun, la première journée de cette bataille, le 1er juillet 1916, fut pour l'armée britannique une véritable catastrophe, avec 58 000 soldats mis hors de combat, dont 19 240 morts. La bataille prit fin le 18 novembre 1916. Son bilan militaire fut peu convaincant. Les gains de territoire des Alliés furent très modestes, une douzaine de kilomètres vers l'est, tout au plus, et le front ne fut pas percé. Les combats usèrent les adversaires sans vainqueur ni vaincus. Ces événements furent également couverts par des photographes et peintres comme François Flaming, peintre officiel des armées françaises, dont les nombreux croquis et dessins de ces événements parurent dans la revue L'Illustration. La mémoire collective des Français n'a pas gardé un souvenir de la bataille de la Somme aussi important que celle des Britanniques, des Canadiens, des Sud-Africains et surtout des Australiens et des Néo-Zélandais, qui la considèrent comme des événements fondateurs de leur jeune nation. Le 1er juillet est une journée de commémoration sur les principaux lieux de mémoire du Commonwealth dans le département de la Somme, de même que l'Anzac Day, la journée du 25 avril, notamment le mémorial national australien à l'étranger le plus connu se trouve à Villiers-Bretonneux. De même, les Britanniques ont fait édifier un imposant mémorial à Thiepval. L'entrée dans la Première Guerre mondiale des États-Unis survient en avril 1917, après 2 ans et demi d'efforts déployés par le président Woodrow Wilson pour garder les États-Unis neutres dans cette guerre, excepté une partie anglophile soutenant les Britanniques. L'opinion publique américaine était neutre dans les premières années de guerre.
Le sentiment de neutralité était fort chez les Irlando-américains, Germano-américains et Suédo-américains, ainsi que parmi les dirigeants de l'Église et les femmes. D'autre part, avant même que la guerre n'éclate, l'opinion américaine envers l'Allemagne était déjà plus négative qu'envers n'importe quel autre pays en Europe. Les citoyens envers de plus en plus à considérer l'Empire allemand comme un ennemi après les atrocités en Belgique en 1914 et l'attaque du paquebot RMS Lusitania en mai 1915. Wilson avait pris toutes les décisions clés et maintenu l'économie sur une base de temps de paix tout en permettant des prêts à grande échelle à la Grande-Bretagne et à la France. Au début de 1917, l'Allemagne décida de reprendre la guerre sous-marine, tous azimuts contre tout navire commercial se dirigeant vers la Grande-Bretagne, bien que cette décision signifiât presque certainement la guerre avec les États-Unis. L'Allemagne offrit également une alliance militaire au Mexique contre les États-Unis via le télégramme Zimmermann. La publication de cette offre d'alliance outragea les Américains lorsqu'au même moment, les sous-marins allemands commençaient à couler des navires américains dans l'Atlantique Nord. Wilson demanda au Congrès d'autoriser une guerre pour mettre fin à toutes les guerres qui rendaient le monde sûr pour la démocratie. Et le Congrès vota pour déclarer la guerre à l'Allemagne le 6 avril 1917. Le 7 septembre 1917, les États-Unis déclarèrent la guerre à l'Empire austro-hongrois. La bataille du chemin des Dames, aussi appelée seconde bataille de l'Aisne ou offensive Nivelle, a lieu pendant la Première Guerre mondiale. Elle commence le 16 avril 1917 à 6h du matin par la tentative française de rupture du front allemand entre Soissons et Reims vers Laon sous les ordres du général Nivelle. L'heure est venue. Confiance, courage et vive la France. La bataille se prolonge jusqu'au 24 octobre 1917 avec des résultats stratégiques discutés et de très lourdes pertes humaines dans les deux camps. L'armistice de 1918, signé le 9 novembre 1918 à 5h15, met provisoirement fin au combat de la Première Guerre mondiale, reconnaissant de facto la victoire des Alliés et la défaite de l'Allemagne. Mais il ne s'agit pas d'une capitulation au sens propre, cet armistice étant prévu pour durer 36 jours, puis il a ensuite été renouvelé. Le cessez-le-feu est activé et est effectif à 11h, entraînant dans l'ensemble de la France des volées de cloches et des sonneries de clairons, et annonçant la fin d'une guerre qui a fait pour l'ensemble des belligérants plus de 18,6 millions de morts, d'invalides et de mutilés, dont 8 millions de civils. Les représentants allemands et alliés se réunissent dans un wagon-restaurant aménagé provenant du train d'état-major du maréchal Foch dans la clairière de Redesrand, en forêt de Compiègne. La guerre est terminée officiellement le 28 juin 1919 avec le traité de Versailles. Ce traité est signé le 28 juin 1919 entre l'Allemagne et les Alliés à l'issue de la Première Guerre mondiale. Élaboré au cours de la conférence de Paris, le traité est signé le 28 juin 1919, date anniversaire de l'attentat de Sarajevo dans la Galerie des Glaces au château de Versailles, et promulgué le 10 janvier 1920. Il annonce la création de la Société des Nations et détermine les sanctions prises à l'encontre de l'Allemagne et de ses alliés. Celle-ci, qui n'est pas représentée au cours de la conférence, est amputée et certains territoires est privés de ses colonies et astreinte à de lourdes réparations économiques et à d'importantes restrictions de sa capacité militaire. Le 8 octobre 1939, l'Allemagne annexe la Pologne occidentale et l'ancienne ville libre de Danzig et place le reste du territoire qu'elle occupe et qu'elle n'a pas cédé à l'Union soviétique sous l'administration du nouveau gouvernement général. L'Union soviétique annexe quant à elle les territoires conquis ou cédés par les Allemands en les incorporant aux républiques soviétiques de Biélorussie et d'Ukraine et lance rapidement une campagne de soviétisation. Plusieurs milliers de militaires polonais parviennent cependant à rejoindre l'armée polonaise de l'Ouest formée en France, où s'est installé le gouvernement polonais en exil. En Pologne même, plusieurs mouvements de résistance s'organisent et créent l'État polonais clandestin dont l'Armia Krajowa forme le fer de lance. La défaite polonaise est le début d'une longue et brutale occupation des Allemands et des Soviétiques qui ne prend fin en 1945 qu'au prix d'une domination totale par le voisin soviétique et dont la Pologne sort exsangue après avoir perdu plusieurs millions de ses habitants et que sa capitale Varsovie a été ravagée par des combats. Le 3 septembre 1939, suite à l'agression de la Pologne, la Grande-Bretagne, puis la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Les hommes répondent sans joie mais avec détermination à l'ordre de mobilisation. Certains pacifistes manifestent néanmoins leur résistance, tel le député socialiste Marcel Déat qui publie le 4 mai 1939 un article intitulé « Faut-il mourir pour Danzig ?» Le Wehrmacht, ayant violé les frontières de la Pologne, Londres envoie un ultimatum à Berlin en suggérant une ultime conférence internationale. Hitler dédaignant de répondre, la guerre est de facto déclarée à l'expiration de l'ultimatum le 3 septembre à 11h. Le président du Conseil français Édouard Daladier
et son ministre des Affaires étrangères Georges Bonnet demandent au président de la République Albert Lebrun de déclarer à son tour la guerre au nom des engagements internationaux de la France. C'est chose faite à 17h. Les troupes franco-anglaises, sous le commandement du général Maurice Gamelin, ancien vainqueur de la Marne aux côtés de Joffre, ne profitent pas de ce que le front occidental est dégarni, le Wehrmacht étant presque tout entier occupé et envahi par la Pologne. Les soldats se tiennent l'arme au pied derrière la ligne Maginot et traînent leur ennui au grand désespoir des Polonais. C'est la droite de guerre, d'après une expression de Roland d'Orgelès. Elle prend fin dans des conditions tragiques le 10 mai 1940 avec l'invasion allemande. L'appel du 18 juin est le premier discours prononcé par le général de Gaulle à la radio de Londres sur les ondes de la BBC le 18 juin 1940. Ce texte est un appel à tous les militaires, ingénieurs ou ouvriers français spécialisés de l'armement qui se trouvent en territoire britannique à se mettre en rapport avec lui pour continuer le combat contre l'Allemagne et où il prédit la mondialisation de la guerre. Ce discours très peu entendu sur le moment a donné lieu à la publication le lendemain dans le Times et le Daily Express de la version écrite issue du Ministry of Information, reprise par quelques journaux français. Il est considéré comme le texte fondateur de la résistance française dont il demeure le symbole. Comme l'appel du 18 juin n'a pas été enregistré, la version sonore qui est connue est celle de l'appel du 22 juin 1940, jour de l'armistice, qui comporte un texte similaire mais déremanié. Une version filmée a été réalisée encore plus tard le 2 juillet 1940 pour les actualités cinématographiques. L'affiche qui est connue comporte aussi un texte différent car il s'agit d'une affiche publiée le 5 août 1940 et seulement dans quelques rues de Londres. L'attaque de Pearl Harbor est une attaque surprise menée par les forces aéronavales japonaises le 7 décembre 1941 contre la base navale américaine de Pearl Harbor située sur l'île d'Oahu dans le territoire américain d'Hawaï. Autorisée par l'empereur du Japon Hirohito, elle vise à détruire la flotte du Pacifique de l'United States Navy. Cette attaque provoque l'entrée des États-Unis dans le conflit mondial. L'anéantissement de la principale flotte américaine doit permettre à l'Empire du Japon de continuer à établir sa sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale, en privant les Américains des moyens de s'y opposer militairement. C'est une réponse aux sanctions économiques prises par Washington en juillet 1941 contre sa politique impérialiste après l'invasion de la Chine et de l'Indochine française dans le cadre de l'expansionnisme du Japon Showa. L'attaque dirigée par le général Hideki Tojo est lancée le dimanche 7 décembre à 7h48 par le service aérien de la marine impériale japonaise contre la flotte américaine du Pacifique et les forces stationnées sur place. Elle est conduite en 2 vagues aériennes parties de 6 porte-avions impliquant plus de 400 avions. En moins de 24 heures, l'Empire du Japon attaque également les États-Unis aux Philippines et engage des hostilités avec le Royaume-Uni en envahissant Hong Kong et en débarquant en Malaisie. Les pertes américaines sont importantes, 2403 morts et 1178 blessés. Mais seulement 2 cuirassés sont détruits, ainsi que 188 avions. Les 16 autres navires endommagés sont remis en état dans les mois qui suivent. Parmi les navires endommagés figurent 6 cuirassés, 3 croiseurs, 4 destroyers. Les 3 porte-avions du Pacifique alors absents de Pearl Harbor demeurent intacts. Les Japonais perdent 64 hommes, 29 avions et 5 sous-marins de poche, un marin est capturé. Aux États-Unis, cette attaque reste un des événements les plus marquants de l'histoire du pays et est synonyme de désastre national. Chaque année, le drapeau est mis en berne le 7 décembre. Les historiens ont mis en évidence l'audace du plan de l'amiral Isoroku Yamamoto, le manque de préparation et les négligences américaines. Le rôle du président Roosevelt reste un sujet de polémique. L'opération Torche est le nom de code donné au débarquement des Alliés le 8 novembre 1942 en Afrique française du Nord. La prise d'Alger se fait en un jour grâce à la résistance française, alors qu'à Oran et au Maroc, les généraux du régime de Vichy accueillent les Alliés à coups de canon, tout en livrant la Tunisie aux Allemands sans aucune résistance, déclenchant ainsi la campagne de Tunisie. La reddition des troupes françaises vichistes au Maroc eut lieu le 11 novembre. Des sous-marins allemands, arrivés sur les lieux le jour du cessez-le-feu, menèrent ensuite des attaques devant Casablanca jusqu'au 16 novembre. Ce débarquement marque le tournant de la Seconde Guerre mondiale sur le front occidental conjointement avec les victoires britanniques d'El-Alamein et soviétiques de Stalingrad. Le débarquement de Normandie, note de code d'opération Neptune, est une opération militaire amphibie et aéroportée alliée de la Seconde Guerre mondiale lancée dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. C'est la phase d'assaut d'une plus vaste opération qui vise à créer une tête de pont alliée de grande échelle dans le nord-ouest de l'Europe
et l'ouverture d'un nouveau front à l'ouest. Ce débarquement marque le début de l'opération Overlord, nom de code de la bataille de Normandie. Cette opération Neptune incluait les opérations aéroportées américaines et britanniques pendant la nuit du 6 juin, ainsi que les bombardements préparatoires aériens et navals des défenses côtières allemandes, la traversée de la Manche par plusieurs milliers de navires, et enfin le débarquement des troupes dès le 6 juin au matin sur les plages du nord-est du Cotentin et de l'ouest du Calvados dans les secteurs d'Utah Beach et Omaha Beach et de la pointe du Hawk pour les Américains, Gold Beach pour les Britanniques, Juno Beach pour les Canadiens et Sword Beach pour les Britanniques. Une fois les plages prises, l'opération se poursuit par la jonction des forces de débarquement et l'établissement d'une tête de pont sur la côte normande, puis l'acheminement d'hommes et de matériel supplémentaire. Les jours suivants voient la mise en place des structures logistiques pour le ravitaillement du front et le débarquement de troupes supplémentaires. L'opération cesse officiellement le 30 juin 1944. Les derniers jours d'Adolf Hitler se déroulèrent à Berlin, au Führerbunker, où le dictateur avait pris ses quartiers le 16 janvier 1945. Totalement coupé de la réalité, oscillant entre l'espoir chimérique d'une victoire sur l'armée rouge et des pulsions autodestructrices, il assista impuissant à la prise de la capitale par les forces soviétiques et à la trahison de certains de ses proches avant de décider de mettre fin à ses jours. La cause généralement acceptée de la mort d'Adolf Hitler le 30 avril 1945 est le suicide par balle de son épouse. Son épouse Eva Braun s'étant empoisonnée à l'aide d'acide cyanhydrique. Les circonstances exactes du suicide du Führer, l'identification et le sort réservé à sa dépouille restent cependant controversés. Les actes de capitulation du Troisième Reich sont constitués par les deux versions de l'acte de reddition militaire en anglais, Act of Military Surrender, qui constitue le texte légal de la capitulation du Troisième Reich, par lequel le haut commandement des forces allemandes s'est rendu de manière simultanée sans condition au commandement suprême des forces expéditionnaires alliées en Europe et de l'Union soviétique à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En Europe, la première capitulation a été signée à Reims le 7 mai 1945 à 2h41, la seconde à Berlin le 8 mai 1945 à 23h01, l'heure de Berlin, soit le 9 mai 1945 à 1h01, heure de Moscou. Les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, ultime bombardement stratégique américain au Japon, ont lieu les 6 août et 9 août 1945 sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki. Hiroshima est le siège de la 5e division de la 2e armée générale et le centre de commandement du général Shunroko Hata, et Nagasaki est choisi pour remplacer la cité historique de Kyoto. Dans la mesure où les dirigeants japonais ont rejeté les conditions de l'ultimatum de la conférence de Potsdam, les États-Unis souhaitent imposer au Japon sa reddition sans condition, l'éviction de l'empereur Hirohito et l'adoption du régime politique démocratique. Le gouvernement américain souhaite aussi, puisque ces deux armées nouvelles sont désormais opérationnelles, les tester en grandeur nature et montrer aux autres pays, en particulier à l'URSS, la supériorité de feu décisive qu'elle donne à l'Amérique. Ce qui fait de ce bombardement l'acte inaugural de la guerre froide. Ces bombardements, que certains considèrent comme l'un des principaux crimes de guerre des Alliés, demeurent la seule utilisation de l'arme nucléaire durant un conflit. C'est finalement le 14 août, à la suite de ce bombardement, mais aussi de l'invasion soviétique de la Mandchourie, commencée le 8 août, et de la reddition de l'armée japonaise de Guangdong le 10 août, que le gouvernement japonais cède moins d'un mois plus tard. La signature des actes de capitulation du Japon le 2 septembre 1945 met fin à la Seconde Guerre mondiale. Le nombre de personnes tuées par l'explosion, la chaleur et la tempête feu consécutive est difficile à déterminer et seules des estimations sont disponibles, allant de 110 000 à 250 000 morts, sans compter les cas ultérieurs de cancer ou autres effets secondaires. Les survivants des explosions, les Hibakusha, sont devenus le symbole d'une lutte contre la guerre et les armes atomiques à travers le monde. L'impact de ces bombardements fait craindre par la suite l'usage de l'arme atomique dans une guerre nucléaire, en effet à la base de la dissuasion nucléaire qui a largement pesé dans les choix stratégiques de guerre froide. La capitulation du Japon intervenue officiellement le 2 septembre 1945 avec la signature des actes de capitulation du Japon à Tokyo, mais officiellement un terme aux hostilités de la Seconde Guerre mondiale. D'abord favorable à la poursuite du conflit et des négociations avec l'URSS, le gouvernement japonais est forcé par la déclaration de guerre soviétique et les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki d'accepter la reddition et les conditions décidées par les Alliés à la conférence de Potsdam. Toutefois, dès le 15 août 1945, une allocution radiophonique de l'empereur du Japon Hirohito
annonça que le pays acceptait les termes de la conférence de Potsdam, mettant ainsi fin à la guerre du Pacifique et donc à la Seconde Guerre mondiale. Les conséquences de la guerre pour le Japon incluent notamment le changement de régime politique, le désarmement, la perte de ses conquêtes et l'occupation du territoire. Toutefois, l'institution impériale est épargnée. Le maréchal Pétain se constitue prisonnier auprès des autorités françaises au poste frontière franco-suisse de Vallorbe le 26 avril 1945. Quelques jours auparavant, devant l'avancée des troupes alliées, il avait été évacué par les Allemands du château de Sigmaringen, dans le sud-ouest de l'Allemagne, où il se trouvait depuis septembre 1944, n'ayant pu obtenir d'être renvoyé en France. Il sera finalement conduit en Suisse où il ne fera que transiter car souhaitant pouvoir répondre de ses actes, il se présente au poste frontière français où l'attend le général Keuing. Mis en état d'arrestation, Pétain est amené jusqu'au fort de Montrouge où il restera interné jusqu'à son procès devant la haute cour de justice en juillet et en août 1945. Il y est condamné à mort, peine commuée en prison à vie par le général de Gaulle, qui préside alors le gouvernement provisoire. La 4ème République est le régime républicain en vigueur en France du 27 octobre 1946 au 4 octobre 1958. Elle est instituée après la libération de la France de l'occupation allemande. Malgré la grave crise qu'avait connue la 3ème République au cours des années 1930, elle reste globalement fidèle au modèle de la République parlementaire qui s'était imposé à partir de 1875. Ce nouveau régime républicain doit assurer la reconstruction après la guerre. Il met en place la sécurité sociale et engage la France dans les alliances occidentales, au sein de l'OTAN et de la communauté européenne. Il connaît de sérieuses difficultés pour dégager des combinaisons politiques stables, l'essentiel du pouvoir étant détenu par une assemblée nationale, au sein de laquelle ne se dégage pas de majorité claire. Ébranlé par l'échec de l'armée française en Indochine en 1954, il ne se ressaisit pas malgré la volonté de Pierre Mendès France, parvenu au pouvoir. Il ne survit pas aux crises provoquées par la guerre d'Algérie qui a débuté la même année. La crise de mai 1958 marque le retour au pouvoir en France du général de Gaulle dans un contexte insurrectionnel lié à l'instabilité gouvernementale pendant la guerre d'Algérie. Elle commence par le coup d'État du 13 mai 1958 et se termine le 3 juin 1958 par le vote d'investiture du général de Gaulle, nommé le 1er juin président du Conseil par le président de la République, René Coty, avec mission de rédiger dans les 6 mois une nouvelle constitution. La crise de mai 1958 prépare la naissance de la 5e République française et Charles de Gaulle devient le premier président de la 5e République. Nous sommes le 9 novembre 1970. La France est en deuil. Le général de Gaulle est décédé, terrassé par une rupture d'anévrisme, une mort qui sera tenue secrète toute la nuit. Dans ses dernières volontés, il avait souhaité pour ses funérailles une cérémonie extrêmement simple.